Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous accueillir pour ce webinaire Social Builder. Social Builder est une association qui promeut l'égalité et la mixité dans le numérique. Nous sommes ravis de vous accueillir en présence de Léa Ruffini sur un webinaire sur l'UX Design, donc l'expérience utilisateur créée par les plateformes. Je vais sans plus tarder laisser la parole à Léa. Merci beaucoup pour l'invitation. Et aujourd'hui, le but, c'est de parler de l'UX. C'est un sujet assez vaste et c'est aussi un sujet qui a pas mal d'idées préconçues et de beaucoup d'idées préconçues, on va dire. L'UX design, c'est ce qu'on appelle en français donc l'expérience utilisateur. La manière dont j'aime bien le décrire, c'est un ensemble de méthodes et de solutions qui sont créées pour faire en sorte que l'expérience utilisateur en rapport avec un produit soit la plus agréable possible. Et ce, pour des produits physiques ou digitaux. Parce qu'on a beaucoup tendance à penser à l'UX dans le contexte des plateformes digitales, et c'est principalement ce sur quoi on va se focaliser sur cette présentation, mais c'est aussi une réflexion sur les produits matériels as well, comme on dit en anglais. Une chose qui est aussi intéressante et qui fait partie des idées préconçues par rapport à l'UX, c'est l'association avec le concept de UI. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir quelques offres d'emploi ou des articles à ce sujet, mais on voit très très souvent UX/UI, parfois utilisé de manière interchangeable ou sans forcément aller un petit peu plus dans les détails. Ça vient principalement du fait que, encore une fois, l'user experience, c'est un domaine qui a beaucoup de sous-domaines associés, notamment le UI, qui est l'user interface. Et je voulais vraiment qu'on fasse un petit point là-dessus parce que la manière d'approcher l'UX et l'UI est assez différente. Et une façon d'y penser, c'est de voir l'user experience comme un espèce de chapeau au-dessus de toutes ces disciplines, comme le montre le nuage de mots sur le slide. Il comprend plein d'autres disciplines, y compris l'UI, qui est donc user interface, qui est donc cette approche de l'interface plus que de l'expérience. Pour aller un petit peu plus en détail sur la différence entre les deux. Donc, le UI design, c'est vraiment, on se focus sur les produits digitaux, notamment sur l'expérience visuelle. Donc, ça comprend la création de polices, de palettes de couleurs, d'éléments graphiques comme des boutons, la manière de présenter les images, etc. Alors que le UX, c'est beaucoup plus large, entre guillemets. Ça inclut les produits physiques et digitaux. Et ça comprend l'intégralité de l'expérience, donc de la première interaction jusqu'à la fin de l'expérience. Et donc, ça comprend un ensemble de solutions qui peut aller de solutions graphiques comme UI ou de solutions interactives comme on le verra un petit peu plus tard. Je voulais qu'on parle des principes fondamentaux qui sous-tendent l'UX design, en fait. L'image que vous voyez sur le slide, c'est ce qu'on appelle le process du double diamant. Parce que contrairement à ce qu'on peut penser, l'UX a des sets de méthodes associées qui sont assez précises pour pouvoir avoir une approche systématique aux problèmes qu'on rencontre. La méthodologie du diamant, c'est du double diamant, pardon, c'est l'une des méthodologies qui est le plus utilisée dans l'industrie en ce moment pour couvrir l'intégralité des aspects de la recherche utilisateur. Donc, du tout début de la phase de découverte, donc c'est-à-dire tout ce qui est recherche, questionnement, etc., à la phase définition, donc quel est le problème qu'on va essayer de résoudre, à la phase design, qu'est-ce qu'on va essayer de trouver comme solution pour résoudre le problème qu'on a défini, et enfin les différents livrables qui vont permettre d'adresser les problèmes dont on a parlé. Pour aller un petit peu plus en détail dans cette méthodologie, donc la première phase, comme je l'ai expliqué, c'est vraiment la découverte. Donc, parmi les livrables de cette phase, on a les plans de recherche, l'analyse compétitive. C'est tout ce qui est vraiment développer de l'empathie pour l'utilisateur et comprendre l'étendue des challenges, des solutions qui existent, des problèmes qui existent, etc.
Ensuite, la phase d'après, donc c'est la phase de définition. Et là, on essaye vraiment de personnifier l'audience pour laquelle on va essayer de résoudre un problème. Et donc, parmi les livrables, on a donc les rapports de recherche qui permettent de synthétiser toutes les activités qu'on a fait pendant la phase d'avant. Ce qu'on appelle les personas. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais si vous avez déjà été dans le marketing ou dans les sales, etc., vous avez probablement entendu parler du concept de persona, qui est donc cette espèce d'archétype d'utilisateur qui est censé représenter la majorité des personnes pour lesquelles on essaye de résoudre un problème. Et donc, justement, associé à cette persona, il y a tout le concept de problème et d'hypothèse qui suit un ensemble de règles, là aussi, pour vraiment avoir cette approche systématique et avoir le moins de biais possible associés au travail qu'on fait, en fait. Et le but de cette phase, c'est d'analyser, de synthétiser les éléments qu'on a récupérés pendant la phase de recherche pour vraiment pouvoir comprendre les principaux problèmes. Parce que bon, il y a autant de problèmes que de personnes utilisant le produit. Et c'est très difficile de pouvoir proposer quelque chose qui soit formidable pour chacun de ces individus. Donc, on essaye vraiment de s'abstraire de l'individu et d'essayer de voir les problèmes de manière plus, encore une fois, systématique. Et finalement, après cette phase de compréhension, on a la phase de design. Et donc là, c'est probablement ce que les gens ont en tête quand on pense à l'UX design. C'est tout ce qui est croquis, faire la carte des interactions, ce qu'on appelle les wireframes ou les exemples d'interfaces, de sites web, etc., etc. Et donc là, le but de cette phase, c'est de générer le plus d'idées possibles pour résoudre les problèmes qu'on a définis pendant les phases d'avant. Et c'est vraiment le moment où, encore une fois, oui, les gens ont cette image-là quand on parle de UX, c'est, voilà, on passe du temps à faire des croquis de à quoi c'est censé ressembler. On donne des idées de, bah, voilà, ce serait super si, quand l'utilisateur atterrit sur cette page, il puisse faire ça et ça et ça et ça, et cetera, et cetera. Et finalement, la dernière phase, du double diamant, qui est probablement l'une des plus importantes, c'est la phase de livrable. Il est important de garder en tête que le double diamant, ce n'est pas une fin en soi. C'est un cycle, en fait. À la fin du cycle du double diamant, on teste systématiquement les différentes idées, les différentes approches qu'on a définies pendant la phase d'avant, pour être vraiment sûr que les hypothèses qu'on a formées, les idées qu'on a eues, soient vraiment en phase avec ce que les utilisateurs attendent ou ce dont les utilisateurs ont besoin. Donc, en termes de livrables, on a tout ce qui est plan de test, les rapports de A/B testing, donc c'est-à-dire on a une solution A et une solution B, normalement avec juste un nombre très minimal de variations entre les deux, et on regarde, ben voilà, en fonction de ce modèle-là et de ce modèle-là, lequel est le plus successful, le mieux. Et ensuite, on continue d'itérer comme ça jusqu'à ce qu'on ait les meilleurs résultats d'utilisation. On a aussi beaucoup de phases de retour utilisateur où on interroge les gens pendant qu'ils utilisent le produit ou l'interface pour voir comment est-ce qu'ils se comportent et est-ce qu'on a vraiment bien pensé à tous les problèmes et à toutes les solutions, on va dire. Donc voilà, le but, c'est vraiment de pousser les concepts décidés pendant les phases d'avant jusqu'à leurs limites et de voir quelles sont les améliorations nécessaires pour les phases suivantes. Et après, c'est retour à la case départ et on recommence le même process encore et encore et encore. Voilà, voilà. On a une question. Donc, quelle est la différence donc maintenant entre l'UX design et l'ergonomie? Alors, justement, l'ergonomie, c'est une science qui permet de supporter l'UX design. Donc, l'ergonomie, c'est vraiment toute la recherche qu'on peut faire sur à quel point un concept, un produit ou
une interface est utilisable en fonction des différents profils qui l'utilisent justement. On verra un petit peu plus tard dans la présentation des exemples où justement l'ergonomie rentre en compte. Mais donc, ouais, ce sont des disciplines qui sont très connectées l'une avec l'autre. On peut presque dire que l'UX design, c'est l'anglicisme de l'ergonomie, d'une certaine façon. Voilà, j'espère que ça répond à la question. L'UX dans la nature, à quoi ça ressemble? Je voulais qu'on prenne un petit peu de temps pour réfléchir ensemble à des solutions UX, avoir un espèce de petit workshop UX pendant cette présentation. Donc je suis UX designer chez Canonical, qui est donc une entreprise de software, de logiciels open source. Et donc, on a plein de produits différents, avec des audiences très, très différentes les unes des autres. Et comme tout business, on a des attentes différentes en fonction de notre population en interne et de la population en externe. Et donc, un des projets sur lesquels j'ai travaillé récemment, c'était de se dire, bon, ben voilà, en interne, on a un quota de leads, donc c'est-à-dire d'emails, on va dire, de personnes qu'on doit récupérer en rapport avec certains produits. Donc, c'est-à-dire pour ce produit-là en particulier, c'est ce qu'on appelle, donc c'est un outil qui permet de gérer des infrastructures digitales. Et donc, le but, c'est d'avoir un certain nombre de personnes qui nous donnent leurs coordonnées pour renseigner leur intérêt vis-à-vis de cette solution-là en particulier. Donc ça, c'est notre but interne. Mais il y a aussi le but externe, qui est donc d'aider les gens qui cherchent une solution dans cette zone-là, et de faire en sorte qu'ils trouvent les informations nécessaires et qu'ils aient envie de nous contacter pour que justement on puisse les aider à mettre en place ces solutions. À votre avis, est-ce que vous auriez des idées pour justement améliorer notre site web pour faire en sorte que ces deux buts soient maximisés, entre guillemets? Donc là aussi, c'est une fonction, c'est une partie interactive. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à les partager. Et pareil aussi, si la question n'est pas claire, je peux reformuler. Mais voilà, principalement, est-ce que vous avez des idées de comment faire pour maximiser le nombre de gens qui nous laissent leur contact, tout en faisant en sorte que les personnes qui viennent sur la page aient le plus d'informations possible et la réponse à leurs questions? Mieux hiérarchiser les informations, rendre la navigation fluide. Yes. On attend encore Alors, les ces informations sont sont très pertinentes. Je vais attendre un petit peu d'avoir peut-être d'autres réponses avant d'aller un peu plus en détail dans cette direction-là. Il y aurait la possibilité aussi de mettre en place un livre blanc. Et pour pouvoir le récupérer, on peut récupérer, en fait, demander les coordonnées de la personne, nom, prénom et adresse email, pour pouvoir enrichir la base. Exactement. Yes. Alors, je vois beaucoup de CTA, c'est très, très bien ça aussi. Et ça rejoint un petit peu cette idée de livre blanc aussi. Alors, je vais arrêter le suspense. Et donc, une chose qui est très intéressante, donc, c'est que ce concept de CTA, ce concept de bouton qui permet aux gens, ben voilà, c'est très clair, là, vous pouvez cliquer ici, vous pouvez nous contacter, vous pouvez nous parler par rapport aux différents sujets. C'est quelque chose qui est très populaire dans les sites web. Donc, la page en question, donc, c'est cette page-là. Et donc, comme vous pouvez constater, on a un texte introductif, bon, c'est en anglais, je suis désolée, un texte introductif sur qu'est-ce que c'est que la solution, un gros bouton qui nous dit, voilà, contactez-nous, et un lien vers du contenu pour en savoir plus, et un petit peu plus d'informations, un lien vers nos prix, etc., etc., et encore plus d'informations.
Il faut savoir que donc, la forme de cette page avant était un petit peu différente. On avait beaucoup moins de texte au tout début et on avait un CTA, donc un call to action, à peu près sur tous les paragraphes. Parce qu'en fait, la vision initiale, c'était de se dire, bah voilà, le but, c'est de faciliter le contact des gens, enfin, c'est de faciliter le process de prendre contact pour les gens. Donc, s'il y a un bouton disponible à chaque paragraphe, normalement, ça devrait vouloir dire que bah voilà, c'est très facile de cliquer sur ce bouton et de venir nous parler. Et en fait, on s'est rendu compte que et ben, ça fonctionnait pas du tout comme ça. C'était même le contraire. Plus on avait de boutons qui disaient «Talk to an expert», «Contactez-nous», et cetera, moins les gens cliquaient sur ces boutons et plus les gens quittaient la page avant d'avoir fini, l'intégralité du contenu. Et donc c'est là où je trouve, l'intervention de je ne sais plus qui, j'ai oublié le nom, désolée, à propos de la hiérarchie des informations, qui est extrêmement importante parce qu'on s'est rendu compte que mettre plus d'informations sur voilà, concrètement, qu'est-ce que cette solution fait pour vous, comment ça marche, qui peut l'utiliser, augmenter drastiquement la volonté des gens à vouloir, ben voilà, maintenant je comprends un petit peu mieux ce que vous essayez de nous vendre. Je me sens prêt maintenant à rentrer en contact avec vous et à commencer un forum, à envoyer un forme de contact et donc voilà, le fameux email qu'on essaye d'avoir. Et pour rebondir aussi sur l'idée du livre blanc, on s'est aussi rendu compte que, donc sur la page, on a ici 2 CTA. Donc on a le bouton qui est très prominent, voilà, c'est le truc le plus visible et un CTA un petit peu plus discret, donc il y a un lien. On s'est rendu compte que, avoir une pièce de contenu, sur ce lien, qui était beaucoup plus, descriptive et cetera, permettait de récupérer, l'email des gens d'une manière, beaucoup moins, on va dire, beaucoup moins intrusive, parce que voilà, au lieu de se dire: «Voilà, bah, du coup, je donne mon email pour que quelqu'un rentre en contact avec moi». Là, c'est plus: «Bah, voilà, je donne mon email parce que je veux pouvoir, lire quelque chose qui m'intéresse sur le sujet». Il y a pas forcément cette promesse de forcément interagir avec quelqu'un et mine de rien, ça fait toute la différence. Et donc c'est pour ça que, j'ai décidé d'appeler cette slide «Se méfier des hypothèses», parce que des choses qui ont l'air tout à fait, logiques, en fait, parfois peuvent être, pas du tout supportées, par des évidences, en termes de données, on va dire. Donc, ouais, pour résumer, faire des tests avec les hypothèses que vous avez envie de mettre en pratique, c'est hyper important dans le monde de l'UX, parce qu'il faut toujours garder en tête que vous résolvez des problèmes pour vos utilisateurs et non pour vous. Donc voilà, c'était la petite parenthèse interactive là-dessus. Et oui, En termes de vocabulaire, commitment, on est bien d'accord, c'est la question de l'engagement et de voilà, l'implication. exactement. C'est beaucoup moins d'implication de se dire, bah voilà, je vais lire une pièce de contenu, plutôt que se dire, bah maintenant il faut que je parle à un être humain et que que j'ai un aperçu précis des questions que je veux poser, parce que il y a aussi cet aspect de comment ça s'appelle, de process, dans la manière dont les utilisateurs interagissent avec les différents sites web, les différentes pages. Tout le monde n'est pas au même point, de leur process, en fait. Donc c'est-à-dire que parfois, il y a des gens qui atterrissent sur notre site web, ils n'ont aucune idée de ce que c'est que cette solution en particulier, et donc il faut prendre du temps pour leur expliquer: «Bah, voilà, Kubernetes, c'est ça, ça permet de faire ça, les gens qui l'utilisent en général, ils l'utilisent pour ça et ça et ça». Alors que, à la fin du spectre, on a, des personnes qui sont, qui savent déjà que c'est cette solution-là qu'elles veulent utiliser. Elles sont juste pas sûres que, avec leurs outils actuels, cette solution-là peut bien s'intégrer.
Et tout ce qu'elles ont besoin de savoir, c'est combien ça coûte, comment est-ce que ça marche, quelles sont les configurations nécessaires, etc., etc. Donc, toujours avoir la personne qui va utiliser les ressources qu'on crée, c'est primordial pour justement garder en tête, voilà, on essaye de faciliter la vie des gens, on va dire. Un autre aspect du design que je trouve particulièrement fascinant, c'est donc le design inclusif. Parce que la plupart du temps, quand on réfléchit à des solutions, on a tendance à oublier que tout le monde n'a pas les mêmes circonstances, tout le monde n'a pas forcément la chance d'avoir un corps qui fonctionne à peu près correctement et qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des handicaps qui doivent se débrouiller avec les mêmes solutions que des personnes qui n'ont pas de handicap. Et donc, je voulais avoir un petit point sur le design inclusif. Toujours garder en tête que designer pour tout le monde, c'est aussi prendre en compte les personnes qui n'ont pas forcément les mêmes capacités, les mêmes facilités que la norme. Donc, si vous vous rappelez, un petit peu plus tôt dans la présentation, j'expliquais le concept de persona. Donc, c'est-à-dire cet archétype d'utilisateur qui représente la grande majorité des personnes qui vont utiliser vos solutions. Et ce concept de prendre les traits généraux de la population sur lesquels vous faites des tests pour avoir une idée un peu plus claire de l'ensemble des problèmes. Dans le cas du design inclusif, on sort un petit peu de ce côté normalisé et on va volontairement vers des cas d'usage qui ne sont pas forcément normaux. Donc, par exemple, comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte qu'un design soit accessible à des personnes non-voyantes ou des personnes malentendantes, à ce genre de choses. Il y a beaucoup de discussions sur ce sujet et je vous encourage vraiment à vous renseigner là-dessus parce que c'est vraiment fascinant. J'avais envie qu'on prenne quelques minutes pour réfléchir à comment ça fonctionne le web pour les personnes qui ne sont pas nécessairement voyantes. Je ne sais pas si vous êtes familière avec comment le web fonctionne en règle générale, mais le concept principal derrière le langage du web, c'est le concept de balise. Donc, c'est-à-dire, quand on développe une page web, on utilise donc différents sets de langage, donc c'est-à-dire du HTML, du CSS, du JavaScript, etc., etc. Et pour expliquer donc à votre moteur de recherche, donc c'est la fenêtre qui traduit ce code en éléments visuels. Donc, ce moteur de recherche utilise donc les balises intégrées dans le langage web pour savoir, bon ben voilà, ça c'est une div, je sais que c'est censé être un paragraphe. Ou voilà, ça c'est le header, donc c'est-à-dire le bandeau au début de la page. Et je sais que dans cette section-là, on est censé avoir ce texte-là, ces images-là, etc., etc. Et donc pour les personnes qui n'ont pas forcément une vision parfaite, le meilleur moyen d'expériencer donc le web, c'est d'utiliser des outils d'assistance. Et donc, notamment, l'un des outils d'assistance, c'est des outils de text-to-speech, c'est-à-dire du texte à la voix, et donc d'avoir cet outil qui donc parcourt le code de la page pour savoir, bon ben voilà, sur le header, donc le top de la page, quels sont les éléments qui sont contenus là-dedans. Et donc, c'est l'outil qui fait le travail de lire la page web à la personne qui ne peut donc pas voir la page web. Donc, à quoi ça ressemble? Parce que ça peut être un petit peu abstrait comme ça. Donc, si je prends la même page web dont on a discuté un petit peu plus tôt et que j'utilise donc les Developer Tools, je peux exposer le code de la page, donc le code source de la page. C'est comment ça marche, on va dire. Quels sont les éléments à l'intérieur. Donc, vous pouvez déjà constater que sur le code, on a des balises qui expliquent, voilà, alors ça, c'est là où va le tag, ça, c'est là où va le haut de la page, et ça, c'est le bas de la page, de manière très, très crude.
très, très haut niveau, on va dire. Donc, si une personne malvoyante avait besoin de parcourir la page, elle utiliserait un produit comme celui que j'ai lié dans la présentation et commencerait la lecture de la page. Donc, ça ressemblerait un petit peu à ça. Bon, je pense que vous saisissez l'idée. Donc, dans ce cas-là, nous, à Canonical, on essaye vraiment d'avoir des règles d'accessibilité pour être sûr que quand quelqu'un utilise un outil comme ce lecteur de text-to-speech, l'expérience de la personne qui n'a pas l'image et qui ne fait qu'écouter l'outil soit la plus agréable possible. La différence avec un site qui ne le prend pas forcément en compte peut être très, 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 très amusante, on va dire. Ça, c'est le site internet d'une des entreprises pour laquelle j'ai travaillé dans le passé et pour laquelle je sais que l'accessibilité n'était pas forcément le point numéro 1, on va dire. Et donc, si je fais la différence entre la lecture du paragraphe de la page web précédente et la lecture de paragraphe de cette page web-là, rien qu'avec le texte qui s'affiche, vous vous rendez compte que c'est beaucoup plus difficile de savoir ok, bah de quoi on parle, quel est le contexte. Il y a des chiffres qui apparaissent comme ça. Les boutons ne sont pas forcément lus à voix haute non plus. Donc, c'est tout de suite beaucoup plus difficile pour quelqu'un qui n'a pas le stimulus visuel de savoir bah, de quoi on parle. Donc voilà, je vous encourage vraiment à télécharger ce genre d'outils d'accessibilité et à faire des tests sur les différents sites web pour vraiment vous rendre compte à quel point ça peut être difficile d'accéder à des sites web qu'on prend pour acquis, on va dire, quand on a bah, des problèmes d'accessibilité comme ça. Donc, pour revenir à notre présentation. Oui. Est-ce que ce genre d'outil text-to-speech est utilisable sur des sites comme Shopify ou des sites de e-commerce? Oui. Alors, celui-là en particulier ne fera que lire à voix haute la manière dont les éléments sont développés. Il y a des outils plus avancés qui permettent de dire, bah voilà, parce que par exemple, pour ce cas-là en particulier, l'outil ne fait que lire la page. Donc, si moi, plus tard, je me dis, bah, cette section-là a l'air très intéressante, j'aimerais bien en savoir plus, et il y a un bouton qui dit en savoir plus, je devrais pouvoir dire cliquer sur en savoir plus, et ensuite l'outil me redirige vers la page sur laquelle j'avais envie de cliquer. Cet outil-là en particulier ne fait pas ça, il fait que lire la page. Par contre, pour des outils plus développés, en allant sur des sites comme bah voilà, des sites de e-commerce, etc., si le site est bien designé, ça devrait être possible pour quelqu'un qui utilise ce genre d'outil de naviguer le site presque aussi facilement que quelqu'un qui est capable de voir. Donc voilà. Et justement, la slide d'après, c'est un espèce de compte-rendu des points les plus importants pour aider justement à régler les problèmes d'assistance pour les personnes non-voyantes. Donc, par exemple, s'il n'y a pas de label sur les boutons, la personne qui ne peut pas voir ne sait pas quel genre de bouton c'est, je ne sais pas si je peux cliquer pour acheter, je ne sais pas si il y a cette possibilité-là qui est disponible. Il y a aussi le problème d'image. Beaucoup de sites web utilisent des images sans forcément intégrer une description pour ces outils-là en particulier. Et donc, quelqu'un qui ne voit pas le site web, tout ce qu'il entend, c'est image. Et ce n'est pas forcément le plus pratique pour avoir du contexte par rapport au contenu de la page. Pareil, quelque chose auquel les gens ne pensent pas nécessairement,
mais je pense que vous avez toutes eu l'expérience où voilà, vous essayez de remplir un formulaire et à la fin, vous avez cette espèce de pop-up CAPTCHA qui vous dit, voilà: «Prouvez que vous n'êtes pas un robot, cliquez sur les images qui représentent un pont ou une voiture» ou ce genre de choses. Ça, pour le coup, c'est un bloqueur direct pour l'accessibilité des personnes non-voyantes parce que bon, bah, enfin, c'est assez évident que c'est un peu difficile d'identifier visuellement, les ponts et les palmiers si, bah, voilà, si vous pouvez pas voir. Donc voilà, il y a plein de considérations comme ça pour lesquelles vous pouvez trouver des guides ou des outils qui permettent de, bah, voilà, de décomposer votre site en éléments et d'aller en détail sur, voilà, est-ce que cette norme-là est respectée? Est-ce que cette norme-là est respectée? Et cetera, et cetera. Ça permet un petit peu d'avoir, une idée de ce qui manque et de ce qu'il faudrait faire pour, constamment améliorer l'accessibilité, de votre site. Pour les personnes voyantes comme pour les personnes, avec, d'autres types, de handicap. J'avais envie d'aussi présenter d'autres exemples, un petit peu plus connus de design, notamment Google, qui est, donc on a tendance un petit peu à oublier que c'est un produit comme un autre et qu'il faut participer activement à faire en sorte que ce soit le plus utilisable, accessible, attirant possible. Et donc par exemple, là, c'est un exemple de l'évolution de la page de recherche Google au fil du temps. On se rend bien compte que voilà, le but de cette page, c'est la recherche et donc il y a pas de fioritures. La fonction principale, donc la recherche, est au centre de l'interface et il y a pas de distraction ou de choses qui pourraient, empêcher, l'utilisateur de remplir, sa mission, on va dire. Ce qui est intéressant, c'est que, Google a énormément de décisions de design, au travers de ces interfaces. Des de choses aussi simples que, la couleur du lien, qui s'affiche, à des choses un petit peu plus esthétiques comme, voilà, est-ce que ce serait mieux d'utiliser, cette espèce de boîte arrondie avec une ombre en dessous? Est-ce que ce serait mieux d'utiliser, une couleur de fond, de police, plus foncée ou plus claire? Ce genre de choses. Il y a notamment, une histoire, dans le milieu de l'UX qui est très, très répandue sur, les tests que fait Google, par rapport à ces éléments, de design, heu, autour de, bah, justement de la couleur des liens. Apparemment Google a testé plus de 40 différentes, couleurs de liens pour identifier l'exacte nuance de bleu, qui convertit le plus et ça a l'air d'être un petit peu exagéré, comme ça, mais ils se sont rendus compte que, bah, voilà, en faisant ces différents tests, en changeant la couleur des liens pour, cette nuance de bleu particulière, ils arrivaient à avoir une amélioration, de leurs revenus, pa sur leur publicité de plus de 200 millions de pounds sur une période d'1 mois. Donc c'est quand même énorme en termes de revenus. Et c'est un petit peu, l'anecdote pour montrer qu'il n'y a pas de petites décisions, finalement. Et ce qui est très drôle, c'est que, comme je le disais un petit peu plus tôt dans la présentation, c'est un process qui n'a pas de fin. Donc on continue toujours de tester, d'itérer, en permanence et notamment, avec, de nouvelles fonctionnalités comme le mode de nuit, par exemple. Google est en train de tester, bah, voilà, est-ce que si les liens sont un petit peu jaunes, ça fonctionne mieux que s'ils étaient blancs? Heu, voilà, c'est un petit peu, l'anecdote sur les différents éléments, design de Google. Donc ça, c'est un petit peu les exemples, positifs, on va dire. Malheureusement, il y a aussi des exemples négatifs comme avec tout dans la vie. Et une des plateformes qui revient très, très, régulièrement, sur justement le sujet du design, hostile, c'est, la plateforme TikTok. C'est une plateforme qui a été vraiment, designée pour être la plus addictive et la plus, prédatrice possible, on va dire, heu, de la création. Donc c'est-à-dire, quand on ouvre l'application,
C'est très, très simple de créer son propre compte. C'est très, très simple de créer son propre TikTok. Il y a beaucoup de modèles qu'on peut customiser, etc. Et c'est aussi très facile d'avoir des centaines de vues en quelques heures, ce qui renforce le biais cognitif de toujours vouloir plus de validation, jusqu'à l'utilisation où il n'y a pas beaucoup d'interactions possibles. L'interaction principale, c'est le scroll, donc c'est quelque chose qui est très, 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 très facile à faire. Il n'y a pas de feed, il n'y a pas de page d'accueil, entre guillemets, comme on pourrait le voir sur Facebook et Instagram, ce qui veut dire que l'interface ne change pas énormément. Donc, c'est très difficile pour les utilisateurs de se rendre compte du temps qu'ils passent sur l'application. Et surtout et principalement, ça repose très lourdement sur les mêmes principes que les jeux d'argent, en fait. Parce qu'au final, vous êtes toujours un scroll away d'un TikTok qui soit vraiment super drôle. Et donc, il y a cette espèce d'envie de toujours vouloir relancer le dé pour voir si vous allez trouver quelque chose qui va être agréable, on va dire. Ça continue jusqu'à la distribution du contenu à l'intérieur de TikTok. Le concept de viralité est vraiment au cœur de la plateforme. C'est très, très simple de suivre les différentes tendances avec les musiques qui fonctionnent très bien sur le moment. C'est aussi possible de partager le contenu de l'application à l'extérieur de l'application sans forcément avoir un compte à proprement parler. Donc, c'est très, très facile d'attirer de nouveaux utilisateurs sur la plateforme. Et après, encore une fois, on retourne au point de vue, au point de départ. Et donc, c'est un espèce de cercle un petit peu vicieux. Et avec ce genre de design, c'est très, très facile d'oublier tous les problèmes de vie privée qui sont associés avec ce genre d'application. Parce que c'est tellement facile de s'y mettre, c'est tellement facile de consommer du contenu et c'est tellement attractif qu'on finit par mettre de côté d'autres problématiques beaucoup moins sympathiques, on va dire. Comment est-ce qu'on peut, enfin, quels sont les différents jobs que vous pouvez rencontrer dans l'UX? La réponse est beaucoup. Il y a beaucoup de disciplines très différentes dans l'UX. Il y a tout ce qui est recherche, il y a tout ce qui est donc le côté design aussi, mais il y a aussi le texte, le testing, la création d'interfaces, tout ce genre de choses. Donc il y en a un petit peu pour tous les goûts. Ça dépend de ce que vous préférez et ça dépend de vos goûts personnels en fait. Et donc en général, la question d'après, c'est j'ai vraiment envie de me lancer, mais est-ce que j'ai le profil nécessaire? Est-ce que je peux moi aussi devenir un UX designer? La réponse est très, très, très probablement oui. Les prérequis principaux, c'est vraiment avoir envie d'apprendre, aimer résoudre des problèmes, avoir envie d'aider les autres et aussi les post-it. Il y a beaucoup de post-it dans le UX design. C'est un peu un des outils de base finalement. D'ailleurs, la slide après est justement un aperçu des différents outils et le post-it est très important. Et un des points les plus importants pour trouver du travail dans l'UX, c'est la création de portfolio. Donc, on n'aura pas forcément le temps d'aller un petit peu plus en détail sur comment créer un portfolio, etc. Mais j'ai laissé des ressources sur comment créer un bon portfolio design là-dessus. Et finalement, à la fin de la présentation, il y a aussi une espèce d'overview des différentes ressources qui peuvent être utiles dans les UX. Tada! Alors, donc, juste pour revenir, il y a eu des débats différents. Par exemple, les CAPTCHA, tu as réveillé des gros débats, notamment sur le fait qu'il y ait des CAPTCHA audio maintenant qui existent, que ce ne soit pas partout, et que parfois la nouvelle génération de CAPTCHA ne demande ni plus ni moins de ne plus utiliser ni les images ni le son, puisqu'il y a directement la détection par les différents robots, les différents algorithmes pour détecter les robots. Ça nous a amené à une deuxième question. Je te fais l'historique un petit peu pour que tu puisses rattraper. Une question de Sarah
qui demandait que comment, avec tant d'instruments à disposition, certains sites ou certaines applis ne sont pas user-friendly ou proposent des services non essentiels ou ne proposent pas les fonctionnalités réellement nécessaires. D'où viendraient ces ratés? Est-ce que c'est des problèmes de budget, d'identifier le bon persona, de se poser les bonnes questions, le manque d'intérêt d'une entreprise envers l'expérience utilisateur? Et une autre sous-question, c'est est-ce que certains ne feraient pas ça exprès pour obliger les utilisateurs à un certain type de comportement plus rentable pour eux que celui qui est au bénéfice de l'utilisateur? Malheureusement, la réponse est un peu un mix de ces réponses. Il faut savoir que prendre en compte l'accessibilité dans le développement des applications, des sites web, etc., ça peut demander du temps. Et parfois, ça veut aussi dire qu'il faut savoir faire des compromis sur l'aspect visuel, sur l'aspect esthétique, ce que parfois certaines entreprises ne sont pas très enclines à faire. Et il y a aussi juste le problème de biais cognitifs, en fait. Il y a beaucoup de gens qui oublient parfois que leur expérience n'est pas forcément représentative de l'expérience de n'importe qui utilisant l'interface. Et donc, sur un côté du spectre, on peut dire que voilà, c'est quelque chose d'anodin et c'est juste une question de sensibilisation, de recherche, etc. Et à l'autre opposé du spectre, effectivement, c'est tout à fait assumé et c'est une décision consciente des plateformes de ne pas avoir envie d'attirer un certain type d'utilisateurs ou de ne pas forcément avoir envie de passer du temps à faciliter l'expérience d'utilisateurs qui ne sont de toute façon pas le cœur de leur audience, on va dire. Donc voilà, c'est un petit peu une question de morale. L'UX design, c'est un outil comme un autre, et donc on peut l'utiliser pour le bien comme pour le moins bien. Et donc voilà, des exemples comme TikTok sont très, très représentatifs de ces tendances-là. On peut se dire, voilà, on veut designer une expérience pour que les gens aient un rapport sain à notre produit, ou on peut se dire, non, non, on veut complètement maximiser l'implication des gens, complètement au détriment de leur implication dans d'autres activités de leur vie. Voilà, ça dépend. Après, on est passé sur la partie beaucoup plus technique que tu as présentée sur travailler dans le UX design. Donc, assez tout demande, est-ce que tu penses que parler anglais est un prérequis pour travailler dans le UX design? Alors, je ne pense pas que ce soit vraiment un prérequis, en tout cas pas nécessairement en France. Après, c'est très pratique parce qu'il y a énormément de ressources qui sont en anglais et notamment des ressources de très, très bonne qualité qui permettent de prendre en compétence. Et donc là-dessus, je pense que l'anglais, ça peut être très utile, notamment pour la prise de compétences. Peut-être pas forcément sur les tâches au jour le jour, mais voilà, il y a beaucoup de ressources très cool en anglais aussi. Ensuite, donc on a d'autres questions aussi, c'est est-ce qu'ils sont plutôt autour des études et de comment accéder à l'UX design? Est-ce que les études sont accessibles avec juste un bac, par exemple, ou quels seraient les sites pour retrouver un job ou une alternance en UX design? Est-ce qu'on est crédible sur le marché du travail après un bootcamp intensif en UX design, par exemple? Des questions qui sont vraiment beaucoup plus, on va dire, terre à terre. Est-ce que tu travailles en remote? Est-ce que c'est des fois des jobs en présentiel, en distanciel? Voilà. Alors, du coup, je vais essayer de faire ça dans l'ordre. Donc, pour ce qui est des études nécessaires, il n'y a aucun background, il n'y a aucun prérequis en termes de formation. Vous pouvez avoir un bac, vous pouvez ne pas avoir de bac du tout, vous pouvez avoir un master dans n'importe quel domaine ou un diplôme d'ingénieur, ça n'a aucune importance. Ce qui est vraiment important, c'est, encore une fois, cette capacité à analyser des situations, à comprendre
les tenants et aboutissants d'un problème, de créer des hypothèses et voilà, d'avoir toujours envie d'apprendre et d'écouter les personnes pour lesquelles vous designez. Et donc, plus concrètement, il y avait une question à propos des bootcamps, par exemple, ou de comment faire pour avoir des études spécifiquement sur le UX design. Je n'ai pas trop d'informations sur le parcours traditionnel. Je pense qu'il y a des filières en France qui permettent de couvrir très spécifiquement le UX design et je pense que elles sont tout à fait valables. Je pourrais intervenir juste après sur les formations. Exactement. Si tu veux. Pour ce qui est du parcours un petit peu moins traditionnel, on va dire, donc pour ce qui est de la reconversion, par exemple, c'est tout à fait légitime et tout à fait accepté dans l'industrie d'avoir des gens qui viennent de périodes de vie très, très différentes. Mine de rien, ça peut aussi beaucoup aider votre candidature de UX designer parce que voilà, vous venez d'un milieu qui est un petit peu différent et forcément, ça informe votre point de vue sur les différents problèmes, etc. Donc, c'est tout à fait crédible de venir sur le marché du travail avec un bootcamp intensif, etc. Le prérequis, vraiment le minimum prérequis, c'est vraiment le portfolio. Et donc, par exemple, dans les bootcamps, en général, ce qui se passe, c'est que vous avez donc des cours sur voilà, qu'est-ce que le design, comment ça fonctionne, aller un petit peu plus en détail dans les concepts que j'ai présentés durant cette présentation. Et surtout, vous avez des différents projets qui vous permettent de travailler comme si vous étiez un UX designer et de construire votre portfolio, justement. Et donc, moi, personnellement, j'ai fait un bootcamp avec une institution qui s'appelle General Assembly et je recommande très chaudement. Il y a beaucoup d'aspects de networking aussi qui est vraiment non négligeable. Et c'est aussi beaucoup plus simple de réfléchir à des projets qu'on veut mettre en avant quand on a quelqu'un qui nous dit bah voilà, le problème c'est ça, quel genre de solution vous pensez pour être utile dans ce cas-là, etc., etc. C'est quand même tout à fait possible de faire ça sans bootcamp aussi. Et il y a plusieurs ressources dans la présentation qui expliquent un petit peu bah, voilà, comment créer une étude de cas fictive pour le but de créer un portfolio qui soit attractif. J'ai remis dans le chat, c'est bien General Assembly, ton bootcamp, oui. C'est ça. Tu l'avais mis dans les ressources anglophones, donc vous le retrouverez aussi sur les slides. Ensuite, je pense que l'UX design, c'est un métier aussi où on a beaucoup de travail en freelance. Donc, le travail par projet, des choses comme ça. Pour trouver après du travail en UX design, c'est aussi possible de gagner de l'expérience en travaillant peut-être pour des boîtes qui ne sont pas forcément des boîtes de la tech, mais qui ont besoin peut-être de changer leur site, etc. Ça fait augmenter son portfolio. Et d'une autre part, pour les formations, donc moi, je pense que ça dépend aussi vraiment de chacun, du temps aussi qu'on veut y passer. Donc, je vous ai mis là sur le dernier, les ressources francophones, adabot.fr, donc le chatbot qu'on a créé avec Social Builder, de façon à ce que vous puissiez rechercher les formations qui vous conviennent. Donc là, par exemple, pour retrouver les métiers de l'UX design, il suffit de chercher donc la famille de métiers, explorer les interfaces, explorer la partie interface et création numérique et le métier designer expérience UX. Et vous allez retrouver une petite dizaine de formations différentes en France, soit à distance, soit en présentiel, soit longues, soit courtes, pour vraiment ce métier-là. Après, il y a pas mal de choses aussi, je pense, chez les organismes de formation un peu classiques dans la tech, comme Open Classrooms, qui a pas mal de ressources. Et on vous a mis d'autres ressources que vous pourrez trouver. Ça me fait penser à la question de Claire que j'avais vue, notamment une qui est vraiment beaucoup plus pour toi, Léa. Donc, c'était pour revenir sur les outils. Est-ce que tu utilises Figma ou XD ou une autre ressource pour les prototypes? Et aussi, qu'est-ce qui est le plus difficile dans ce métier? Alors, pour ce qui est des outils, oui, Figma, c'est un des outils les plus utilisés. C'est aussi très pratique parce que l'outil est gratuit. Donc, si jamais vous voulez vous lancer et découvrir un petit peu comment ça fonctionne,
C'est un des outils qui est le plus utilisé dans l'entreprise. XD est aussi utilisé dans certaines entreprises, mais de ce que je constate, c'est remplacé de plus en plus par Figma parce que c'est juste plus facile d'accès, plus facile d'utilisation. Et du coup, j'ai oublié la deuxième partie de la question. La deuxième, c'était qu'est-ce que tu trouves le plus difficile dans ton travail? Le plus difficile, c'est un petit peu, enfin, c'est quelque chose qui est en relation avec beaucoup de métiers qui ont à voir avec des soft skills, on va dire, des compétences qui ne sont pas forcément extrêmement techniques. C'est que ça fait partie de cet ensemble de disciplines qui fait appel au bon sens, entre guillemets. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'opinions sur la façon dont on devrait résoudre un problème, qui ne sont pas forcément nécessairement soutenues par des données. Et ça peut être un peu difficile d'expliquer à des personnes qui ne sont pas forcément dans le milieu, voilà, dans la spécialisation UX, d'expliquer, voilà, je sais que ça a l'air plus normal de vouloir ajouter des boutons partout, mais on a clairement des expériences et des données qui montrent que non, ce n'est pas une bonne idée. Donc voilà, cette balance entre la pédagogie et les besoins d'une entreprise, ça peut être assez difficile à naviguer et ça dépend des entreprises en règle générale, de leur conception de l'UX design et de leur ouverture d'esprit. Merci beaucoup Léa. Donc là, on a fini vraiment pile poil à temps. Merci à toutes pour votre participation, pour toutes ces questions. Donc moi, j'ai des retours très positifs, que c'était dense mais très pédagogique. Super. Merci à toutes d'avoir participé et de nous avoir donné le change aussi sur les différents exercices qu'on vous proposait. Cette présentation vous sera envoyée par mail, ainsi qu'un lien pour le replay que vous retrouverez sur la chaîne YouTube de Social Builder et qui sera disponible tout le temps, donc comme tous nos autres webinaires. Donc, si vous n'aviez pas vu les précédents, vous retrouverez pourquoi il faut plus de femmes dans l'IA qui est en ligne, pareil sur les outils no-code pour avoir une petite idée desquels ils existent, ou alors si vous voulez vous familiariser avec le RGPD. Donc, très bon après-midi à toutes et à tous et très bonne semaine aussi. Merci Léa. Merci à vous.